Le premier épisode de cette saison 3 m'avait fait craindre que The Mandalorian ne retombe directement dans certains de ses travers, mais ce deuxième épisode est plus que rassurant et vient offrir tout ce que j'attends de cette série et plus encore, une ouverture vers l'inconnu que sera le reste de cette saison, j'espère. Comme d'habitude, cette vidéo révélera tout de l'intrigue de l'épisode qu'il faut donc avoir vu avant de continuer. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas qu'un œil dans un exosquelette ne vous vide de votre sang avec des tuyaux complètement crado. Le tout début de l'épisode pouvait faire un petit peu peur avec un énième passage sur Tatooine et une énième scène comique avec Pelimoto, la garagiste, au sourire ravageur. Sur la planète la plus visitée de la galaxie, faut s'en dans l'évidence, c'est le classique de Boonta Eve, la fameuse course de speeder qu'avait gagné un insupportable gamin en 32 avant la bataille de Yavin environ. Voir des Jawas revendre des morceaux d'appareils qui les ont volés auparavant est devenu plus que la routine depuis les saisons précédentes de la série, et même Obi-Wan plus récemment. L'essentiel ici, c'est bien sûr la récupération de R5, le droïde navigateur, celui-là même que l'oncle de Luke avait délaissé au profit de R2-D2 dans un nouvel espoir. Un droïde qui s'inscrit bien évidemment dans la tradition des personnalités exprimées par ces intelligences artificielles, sachant que R5 semble aussi peureux que R2-D2 pouvait être intrépide. Alors oui, la rapidité avec laquelle Din Djarin accepte l'idée de faire confiance à un autre droïde va à l'encontre de son caractère, mais on peut aussi y voir un premier indice qu'il serait capable de faire évoluer sa vision du monde par petits pas. Le départ dans un feu d'artifice ne ment pas et annonce la couleur pour la suite de l'épisode avec une salve ininterrompue d'exploration, d'action et de références historiques, voire même mythiques. Les mines de Mandalore, c'est le titre de l'épisode et surtout une avancée inespérée dans une intrigue que je craignais de voir multiplier les chemins de traverse pour gagner du temps et pécher par manque d'ambition. C'est tout le contraire et ça fait plaisir à voir aussi bien dans l'ambition scénaristique que visuelle d'ailleurs. Les explications de Din à Grogu ne servent pas uniquement à balancer de l'exposition au public avec une certaine facilité. Non, Grogu comprend bel et bien ce que lui raconte son Beskar Daddy et il nous le prouvera de belle manière. On a donc Concordia, Kalevala et Mandalore, les lunes et planètes à un saut de vaisseaux l'une de l'autre. C'est pratique. À l'occasion du premier épisode, j'avais souligné que la musique de cette saison est signée Joseph Shirley et je dois dire que j'ai énormément apprécié ses compositions dans cet épisode 2, notamment au moment de traverser la couche nuageuse et de survoler enfin la surface de Mandalore. La composition était sublime et donnait une véritable ampleur à ce moment unique pour Din Djarin, lui qui vit presque tout au travers du credo issu de cette planète dont il n'avait jamais foulé le sol. Cet excellent travail du compositeur se retrouvera aussi dans les moments oppressants et les dangers de l'univers souterrain qui attend les héros. La surface de la planète présente ce sol et ses éclats vitrifiés par le bombardement titanesque infligé par l'Empire et qu'on retrouvait bien sûr dans le morceau que Din Djarin avait présenté à l'armurière. J'ai trouvé assez amusant le jeu de chaises musicales en quelque sorte entre ceux qui restent dans le cockpit du vaisseau à s'inquiéter et ceux qui s'aventurent sur le sol inhospitalier de la planète, voire sous ce sol. À ma connaissance, et je peux clairement me tromper, les Alamites, ces créatures primitives qui mangent les intrus, sont introduits ici pour la toute première fois dans l'univers Star Wars. Des créatures qui viennent s'inscrire dans une longue tradition de primitifs mangeurs d'hommes dans les profondeurs de la Terre, depuis les Morlocks de la machine à explorer le temps, jusqu'aux torves de Donjons et Dragons, et j'en passe. On voit combien Din Djarin a encore du mal à manier le sabre noir, ce qui est surtout utile pour mettre en valeur la fluidité et la grâce dont Bo-Katan fera preuve avec l'arme plus tard. Un combat qui nous rappelle aussi que l'armure en Beskar est la seule qui serve à quoi que ce soit dans tout l'univers de Star Wars. C'est dans une ambiance qui oscille entre le post-apocalyptique et le grandiose de ruines antiques que viennent s'inscrire ces décors des restes de la civilisation mandalorienne, alors que la chute n'est évidemment pas si vieille. J'ai beaucoup apprécié ce vert profond, oppressant qui vient embrasser les visiteurs et l'atmosphère presque horrifique qui se dégage de l'ensemble, même si c'était un peu sombre. Heureusement, on a les petits crocodiles ailés qui nous rappellent qu'on est plus dans une peur enfantine en mode train fantôme que dans The Descent.
Autre élément vraiment très réussi de cet épisode, la créature à l'œil qui se meut dans sa machine qui ressemble à un crabe ou à une araignée, je ne sais pas exactement, et qui en sort pour révéler qu'elle est encore à l'intérieur d'un autre exosquelette. L'étrangeté de cet adversaire sans nom ni visage n'a d'égal que l'effroi qu'il suscite. Peu d'adversaires sont assez bons pour surprendre et incapaciter Din Djarin de la sorte, et qui plus est, on ne comprend pas ce que fait la créature avec le sang qu'elle vient extraire de force du corps de ce pauvre Mandalorien. À mon sens, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un design aussi marquant dans Star Wars, entre l'organique et le mécanique, et jusqu'à cette tête sur pattes qui ajoute une couche d'horreur supplémentaire, voire de body horror, durant l'affrontement contre Bo-Katan Kryze. L'épisode fait non seulement avancer l'histoire à grands pas, mais aussi le personnage de Grogu qui fait preuve d'une capacité d'action qui va bien au-delà du simple usage de secours de la Force qu'on avait vu jusqu'à présent. On retrouve un sens de l'aventure presque enfantin à le suivre dans son pod sur le chemin de la surface alors qu'il s'enfuit, et on sourit de bonne grâce lors de son explication entre quatre yeux avec l'Alamite qui lui bloque la sortie. Ce qui est extrêmement jouissif, c'est que l'épisode donne tout, il ne fait pas retomber la tension, il enchaîne directement les dingueries avec une Bo-Katan que j'apprécie de plus en plus, au point de presque la voir voler la vedette à Din Djarin. J'ai déjà dit et je le redis, enfin un rôle dans une grande licence pour Katee Sackhoff, qui expliquait en interview de promo de cette saison qu'elle se sentait encore un peu plus à l'aise avec le casque plutôt que sans, car porter le casque lui donnait l'impression de retrouver le studio d'enregistrement, de voix bien sûr, qu'elle donnait déjà au même personnage pour sa version animée. Bo-Katan est naturellement badass, sans avoir besoin d'en rajouter, c'est inhérent à cette incarnation du personnage, je suppose. Et puis bon, déjà, avoir un vaisseau aussi cool visuellement que le chasseur de classe Comerca, c'est comme ça qu'on dit, ou chasseur Gauntlet, de son petit nom, c'est extrêmement classe. Ça me donne directement envie de voir le même en version jouée, pour tout vous dire. Et Bo-Katan va déployer toute la panoplie du parfait petit Mandalorien, de la Mandalorienne, et notamment le bouclier énergétique bleu, que je trouve super stylé, et qui me fait directement penser à celui qu'avait Ulysse dans Ulysse 31. Alors oui, je sais, je parlais déjà la semaine dernière avec Nono le petit robot, mais bon, ce dessin animé, c'est quand même une super référence. On peut regretter que son combat contre les Elamites se fasse à luminosité vraiment minimale, mais bon, elle assure, et on sent que passer à l'action lui fait du bien, plutôt que de se morfondre encore et toujours sur ses échecs dans son palais de solitude. Pour aller un peu plus loin, le choix de la créature est sans doute aussi symbolique, avec une double référence mythologique entre le Cyclope, bien sûr, d'un côté, avec cet œil unique, et le Cerbère aussi, gardien des enfers, de l'autre, gardien avant d'atteindre une forme, une sorte d'eau sacrée. De la mythologie au mythe, il n'y a qu'un pas qui est franchi avec celui du mythosaure dont Bo-Katan se moque initialement, mais dont elle découvre la présence dans les profondeurs en sauvant Din Djarin pour la seconde fois. Il me semble que ce parcours que les deux personnages accomplissent côte à côte, ils le font aussi symboliquement l'un vers l'autre, chacun venant d'une position extrême dans le champ des possibles pour les Mandaloriens. En effet, même si Din Djarin a été élevé par une secte qu'on pourrait qualifier de fondamentaliste, de l'autre côté du spectre, Bo-Katan a une approche totalement démythifiée et désabusée de l'histoire de son peuple et de la mystique qui participe pourtant bien à l'identité de Mandalore et des Mandaloriens. Le rapprochement des deux personnages nous laisse bien évidemment entrevoir une unification possible, souhaitable, et l'enrichissement mutuel que ces deux extrêmes pourraient s'apporter. Pour revenir à la tentative de nouveau baptême, en quelque sorte, de Din Djarin dans les eaux vives sous Mandalore, on sent sa profonde émotion et l'importance que ce lieu revêt à ses yeux, la promesse d'une nouvelle acceptation dans le credo qui a défini son identité profonde depuis son enfance. Et le contraste n'en est que plus ironique quand il s'enfonce, emporté par le simple poids de son armure, alors qu'il pensait avoir pied. Car oui, si vous aviez un doute, Din Djarin n'est pas du tout emporté par une créature, le mythosaure ou une autre. Non, il sombre tout simplement dans les profondeurs sous l'effet de la gravité. L'œil qui s'ouvre au passage de Bo-Katan est le reflet de la conscience de l'ancienne dirigeante qui s'ouvre soudain tandis que sa distanciation et son scepticisme moqueur se trouvent ébranlés par cette incroyable découverte. Star Wars est un univers qui s'appuie initialement sur des concepts de fantasy. On sait bien qu'il s'agit un peu des chevaliers de la table ronde dans l'espace.
Voilà justement pourquoi cette question de la foi des Mandaloriens et de l'équilibre à trouver entre pragmatisme et merveilleux fonctionne pour moi aussi bien dans cet épisode et espérons-le dans cette saison. Et justement, si le reste de la saison parvient à continuer sur cette belle lancée, on pourrait se retrouver avec une proposition véritablement marquante dans l'univers Star Wars, le respect mutuel, voire l'alliance entre l'armurière et Bo-Katan, deux figures vraiment que j'apprécie beaucoup, qui ont de la classe, de la présence, voilà quelque chose qui me donne envie de signer de suite. On se retrouvera peut-être dès vendredi sur cette chaîne pour parler cinéma si je parviens à écrire la vidéo d'ici là. Et quoi qu'il en soit, au plus tard, on se retrouve lundi pour The Last of Us, bien sûr, et mercredi ensuite pour le prochain épisode de The Mandalorian. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!